Bonne année à vous, très chers téléspectateurs, très chers internautes, vous qui suivez les magazines, le débat congolais, partout à travers le monde où vous vous trouvez. C'est le premier numéro de cette année 2025. Alors, la course vient de commencer pour cette année avec votre chaîne, GSR Congo Télévision, et votre magazine Les Débats Congolais. Vous avez été avec nous en 2024. Nous voilà aujourd'hui dans ce premier numéro pour encore une fois mettre ensemble afin de relever les grands défis de cette année 2025. Alors, aujourd'hui, dans ces numéros, ce tout premier, nous allons parler d'un certain nombre de sujets qui défient la chronique dans notre pays. On va revenir sur les briefings organisés par le ministre de la Communication, ensemble avec le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il sera aussi question ici de ces discours tenus par Martin Fayoulou, qui continue à susciter, de lever des boucliers au sein de l'opinion nationale. Discours ayant trait au tribalisme fustigé, peut-être soutenu par certains Congolais. Nous allons vraiment essayer de passer au peigne fin cette polémique. Il sera aussi question de ce curieux activisme politique de Joseph Kabila. Kabila consulte à partir d'Addis. On l'a vu avec Katumbi, maintenant Lubaya et Tuti Conti. Qu'est-ce qui se passe finalement avec cet ancien chef de l'État? La déclaration, cela a été précédé, bien entendu, par la déclaration faite par FCC, laquelle a été lue par Raymond Chibanda. Rappel du gouverneur Joseph Kamboulou. Est-ce que il y a l'anguille sous roche? Qu'est-ce qui se passe pour que ces gouverneurs soient rappelés ici à Kinshasa? Voilà un peu les sujets qui seront passés au peigne fin au cours de cette émission. Et pour cela, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission un analyste politique. Il s'appelle bien Patrick Eyalé. Monsieur Patrick Eyalé, bonne année. Bonne année Charles Quint. Je suis flatté d'être le premier intervenant de l'année 2025 que j'espère pour nous nous apportera des nouvelles radieuses. Patrick Eyalé, toujours journaliste ou acteur politique? Oui, c'est la question. Non, il y a eu cette parenthèse où j'étais candidat. Avec les résultats que l'on connaît. Mais depuis, j'ai revêtu une fois de plus ma casquette de journaliste. Mais j'aime bien préciser, parce que dans le journalisme, il y a plusieurs branches. Moi, je suis éditorialiste communicant. Donc, nous sommes, nous qui portons cette casquette, pas très loin de la frontière des acteurs politiques. Donc, voilà. Éditorialiste Patrick Eyalé. Hier, je vous ai vu, je crois peut-être que c'était vous, vous avez pris part au briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, qui était à côté du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Mais une chose a retenu mon attention, c'était le message clé, oui, donné par les deux ministres, l'exécution des 114 Koulouna. Cela a été relayé, publié par Associated Press, une agence de presse, et beaucoup de journalistes congolais ont relayé ça, et le ministre de la Communication est revenu là-dessus pour taper du poing sur la table. Est-ce que les formations ayant trait à l'exécution, je dirais même sommaire, de ces Congolais, 114 Koulouna, révèlent-elles un complot contre les Congos, relayé par
cette agence de presse, mais aussi les journalistes congolais. Comment vous réagissez lorsque vous avez suivi les deux ministres parler de cette histoire? Je tiens d'abord à saluer, comme l'a fait M. le ministre Moutambayer, le travail qui est fait dans le briefing. Parce que c'est une plateforme qui nous permet, nous d'abord journalistes, mais aussi l'opinion tant nationale qu'internationale, d'être au fait de l'actualité, d'être au fait de ce qui se trame, des non-dits. C'est donner la parole aux décideurs pour qu'il y ait cet exercice, comme le dit si bien celui qui tient de main de maître cette plateforme, de redevabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Il y a eu un communiqué de l'agence presse arguant qu'il y aurait eu l'exécution de la peine de mort sur 140 colonnas. Une information totalement fausse, mais qui a été relayée avec appétit par certains journalistes, tant au niveau national qu'au niveau international. Mais il s'avère que cette information était fausse. Mais ce qui a attiré l'attention de plusieurs, c'est de constater que des journalistes congolais, devant être le mieux informés que les journalistes de l'étranger, ont relayé cette information. Et c'est de ce fait que j'apprécie à sa juste valeur l'interpellation qu'a fait le ministre Mouyaya pour nous faire savoir, pour ceux qui apparemment sont en train de l'oublier, qu'avant que nous soyons journalistes, nous sommes tout d'abord Congolais. Cette tendance ou cette volonté qu'affichent certains de nos pères à vouloir s'aborder coûte que coûte le Congo, cela devient, je dirais, très inquiétant. Vous fustigez le fait que les journalistes diffusent des informations. Ça devient aussi... Non, diffusent de manière volontaire, systémique et systématique toute information, même quand elle est fausse. Et je peux aller même plus loin. Il peut s'avérer qu'une information soit vraie. Mais en étant Congolais, en étant patriote, voyons que ce genre d'information peut porter atteinte à votre République, vous avez la latitude de passer outre. Ah bon? Refusez de dire la vérité. Hein? Je veux vous choquer. Les différentes guerres russo-ukrainiennes, israélo-palestiniennes, nous ont suffisamment renseigné sur, entre guillemets, la liberté d'information qu'ont certaines chaînes occidentaux qui, constatant que telle information ne va pas dans le sens des intérêts qui sont les leurs, ils ne diffusent pas ce genre d'information. Plus grave, ils sont allés jusqu'à interdire la chaîne Russian Today dans l'espace de l'Union européenne parce que les informations qui y étaient diffusées allaient à l'encontre des intérêts poursuivis par l'Union européenne. Des mauvais exemples comme ça, comme des références pour que ce ne sont pas soit implémenté chez nous. Hein. Non, ce ne sont pas de mauvais exemples. Ce sont des faits. Je vous donne des faits. Lesquels faits corroborent ce que Mouyaya, le ministre, a dit, qu'avant d'être journaliste, on est d'abord citoyen d'un pays. On est... Mais vous pensez vraiment dans le traitement de l'information, de la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Quand vous suivez les chaînes russes, les journalistes russes, vous avez l'impression que dans le traitement de l'information, ils sont équidistants. Mais vous pensez que dans c'est un pays, un État policier, hein, il faut aussi le reconnaître, quoi. Nous allons aller dans le traitement de l'information diffusée par Israël. Israël serait aussi une dictature? Non. Mais quand vous regardez, quand vous faites le relais, quand vous regardez cette chaîne I24, qui est une chaîne israélienne, quand vous regardez les traitements de l'information qui y est diffusée, vous voyez qu'on donne la part belle
à la cause palestinienne? Vous voyez ça? Donc pour vous, vous voulez que les journalistes congolais puissent même à la limite mentir que de dire la vérité? Non. Parce qu'ils sont congolais. Je n'appelle pas au mensonge. J'ai dit à défaut de ne pas faire preuve de neutralité, de ne pas faire preuve d'équidistance par rapport au traitement de l'information, ne tombez pas dans le relais du mensonge de l'ennemi. Si vous ne vous sentez pas à même de mettre en avant votre côté congolais, votre côté patriote, mais ne tombez pas volontairement dans le piège tendu par l'ennemi en prêtant le flanc de la guerre médiatique qui nous est menée. Donc, que nous voyons des journalistes étrangers, des médias étrangers nous mener cette guerre médiatique, tant mieux. Mais que nous voyons que des propres Congolais. Regardez un peu. Quand, dans cette guerre, il arrive que le Rwanda, parce que c'est du Rwanda qu'il s'agit, à travers ces différentes rébellions, remporte une bataille où il va une localité. Vous voyez comment certains médias magnifient ça, jusqu'à faire devenir Massissi une ville. Urgent, la ville de Massissi a été prise. Et vous voyez des journalistes congolais avec appétit relayer cela, magnifier cela. Mais quand les FARDC remportent des localités, c'est annoncé avec, je dirais, vous sentez même dans la titraille, vous sentez que c'est avec pincement au cœur que l'on annonce que les FARDC ont récupéré ou soit conquis telle localité. Vous sentez cela, vous voyez cela. Et on ne peut pas interpeller ces Congolais? On va les interpeller parce que non. Ils n'ont pas diffusé l'information ou bien ils ont seulement, se fiant à une source d'un confrère, relayer l'information et voilà, c'est ça le péché. Donc, vous pensez vraiment, je vais encore revenir sur l'exemple que j'ai donné, vous pensez qu'un journaliste de I24, une chaîne israélienne, va relayer comme ça une information dont vous savez que la source est proche de l'agresseur et sans contre-vérifier, vous relayez ça? À ce tout bonnement. Presse qui a diffusé l'information ici de 114 Koulouna, c'est aussi une agence qui a une connotation anti-congolaise, qui est proche de Kagame. Je n'irai pas. Congolais qui ont relayé cette information sont indexés directement. Je n'irai pas jusqu'à me riger en juge où je donnerai des sentences ou des réquisitoires. Mais de toi à moi, Charles Quint, je sais que tu es dans ton rôle, nous savons qu'il y a des médias, qu'il y a des journalistes qui sont des stipendiés de la cause menée par le Rwanda et les autres pays occidentaux. Ça, c'est quand même fort stipendié, il faut en avoir de preuves. Hein. J'en viendrai quand nous parlerons de Colette Bachmann. Quand nous parlerons de sa tribune, j'en viendrai. J'en viendrai. Et quand vous pensez que le rôle de stipendier n'est fait que par les Congolais que nous sommes? Ah non, cher Charles Quint. Cher Charles Quint, je vous dis que généralement, nous ne faisons que copier ce que les Occidentaux font. Les premiers vrais mercenaires, les premiers vrais stipendiés, ce sont bien les Occidentaux. Ce sont bien les Occidentaux. Avant, j'ai pensé naïvement que l'information diffusée par les médias occidentaux était, je dirais, d'une neutralité au-dessus de tout soupçon. Au-dessus de tout soupçon. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai constaté qu'ils ont une subtilité à orienter l'information qui poursuit les intérêts qui sont les leurs. Qui sont les leurs. Donc ne pensez pas que... Donc, ici, vous dites que vous n'accusez pas Associated Press d'avoir relayé cette information, mais vous condamnez seulement le fait que les journalistes congolais aient relayé cette information. Non, vous ne m'avez pas bien saisi. J'ai dit, autant je condamne les médias qui sont
qui se sont donnés pour mission, ou qui ont reçu mission de s'aborder notre pays, autant je condamne plus fermement les journalistes et médias congolais qui sont aussi, et je dirais qui sont les appendices de cette opération de sabordement. J'ai dit, il y a deux niveaux de condamnation. J'ai dit, pour les médias étrangers, à la limite, ils ont reçu leur argent. Ils poursuivent leur intérêt. Permettez-moi l'expression, je m'en fous un peu d'eux. Mais quand je vois que des Congolais se prêtent à ce cynisme, c'est là où je suis interloqué. Je me dis, s'ils le font pour un gain pécunier qu'ils auraient reçu, j'espère bien que ce gain leur permettra d'avoir la conscience tranquille devant les milliers de morts et les millions de morts que l'on voit dans l'Est depuis 30 ans. Tous ces journalistes congolais que nous connaissons, qui ont beaucoup d'abonnés sur Twitter, qui sont fils de ces pays, peuvent aussi facilement comme ça faire allégeance à Kagame et accepter d'être corrompus par le Rwanda pour ne pas relayer les informations allant dans le sens d'encourager les FRDC au front? Cher Charles-Quint, j'ai appris par mes dépens que la neutralité n'existe pas. La neutralité n'existe pas. Le parti pris. Il y a d'ailleurs une émission que j'aime bien sur cette chaîne LCI, Parti pris, où l'on demande aux journalistes d'exprimer leur parti pris vis-à-vis d'un sujet. Et donc, nous avons dans la corporation des journalistes ceux qui ont un parti pris flagrant pour la cause du Rwanda. Ah bon? Oui. Vous l'affirmez comme ça? Je le dis, nous avons des journalistes qui ont un parti pris flagrant pour la cause du Rwanda à travers ces rébellions. Vous pouvez citer leur nom? Non. Alors, vos accusations se fondent sur quoi, alors? Non, Charles, si vous n'êtes pas à mesure de citer les noms, non, Charles, mais vous parlez de quoi? En ce moment-là, ce que vous dites là va servir à quoi à l'opinion aujourd'hui? Charles, le professionnel que vous êtes, vous ne pouvez pas me demander à moi, qui ne suis pas magistrat, qui ne suis pas juge, de citer les noms des gens ici. Non, mais vous avez dit que vous voyez des tendances. Bah oui, je vois. Qui sont ces journalistes-là? Que les Congolais les connaissent. C'est non, important que les Congolais les connaissent. Non. Les Congolais qui nous suivent, qui voient les tweets, qui voient les interventions. Vous pensez que tous les Congolais sont sur Twitter là-bas, hein? Les Congolais, pour la plupart, qui... Ah bon? Pour la plupart sont sur Twitter. Vous pouvez me laisser finir 2-3 phrases? Alors, allez-y. Je disais, les Congolais qui nous suivent ne sont pas des idiots. Ils savent qui est qui et qui oriente ces informations en fonction de tel parti ou tel parti. Il ne me revient pas à moi de venir ici dire aux Congolais tel journaliste, tel ceci, tel cela. Non. Alors, vous qui êtes patriote, journaliste qui aime son pays, vous faites quoi lorsque vous voyez ces journalistes-là faire ce qu'ils font là? Vous faites quoi? Mais vous limitez seulement à vous plaindre? Ou vous faites quoi? Vous faites quoi? Mais Charles, vos questions, j'aurais voulu dire que vos questions m'amusent un peu. Vous aurez voulu que je fasse quoi? Mon rôle à moi se limite à donner ou à orienter l'information. Et c'est ce que je fais à cet instant et c'est ce que je fais quand j'interviens dans les espaces de réseaux sociaux qui sont les miens. Patrick Kele, vous dites que vous ne pouvez jamais citer le nom de ces journalistes-là. Vous ne pouvez pas aussi aider les Congolais à les dénicher. Non. Mais vous vous limitez à faire des déclarations, qui ne se basent sur rien. Comment les Congolais pourront découvrir? Parce que le problème, c'est quoi? Charles, ce que vous me demandez, ce que vous me demandez de faire, vous me mettez là-bas, vous me prenez ma place, je vous poserai cette question telle que je vous connais, vous serez incapable de citer leur nom. Mais comment incapable?
Attendez que je finisse. Vous me demandez de faire le travail de délation. Non. Je ne peux pas me livrer à Mais des le mal est mal. Non, je ne peux pas me livrer. Le mal est mal. Je ne peux je ne peux pas me Donnez les noms de je ne ces peux pas me livrer. afin que l'opinion je ne nationale peux pas me livrer. se mette contre eux. C'est clair. Charles Quint, je ne peux pas me livrer à de la délation. Et je pense que même vous ne pouvez pas vous livrer à pareille chose. Moi, si je le connaissais, que la question m'aurait été posée, j'allais en tout cas donner des noms. Hein. On va faire ceci. Oh, non, permettez, on va faire ceci. Ah, vous voulez inverser les rôles maintenant? Je vais inverser les rôles. Malheureusement, non, c'est trop facile. S'il vous plaît. Non, vous posez-moi la question. c'est trop facile. Vous voulez faire quoi? Je veux vous poser deux questions. Quand vous regardez, vous scrutez le milieu, n'avez-vous pas l'impression ou n'avez-vous pas les faits qui démontrent qu'il y a des journalistes qui ont un parti pris pour l'agression? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et je voulais que je vous réponde là-dessus. Ah bien évidemment. À la fin de l'émission. Alors, Patrick, vous avez évoqué aussi les cas ici de Colette Brackman. C'est vrai que j'ai lu ce que la dame a écrit et certains Congolais ont applaudi à deux mains ce que la publication de cette dame-là. Mais les autres aussi ont émis des critiques. Qu'est-ce que vous reprochez à l'article publié par Colette Brackman? Je reproche. Parle des Kassaïens qui sont autour de Félix Tshisekedi, qui travaillent aujourd'hui pour les changements de la Constitution et que les autres Congolais d'autres provinces ne sont pas d'accord avec ça. Lorsque Colette Brackman parle du rapprochement Kabila-Katumbi, Colette Brackman parle de Martin Fayoulou et son influence. Vous reprochez quoi à cet article? Est-ce que dans ce qu'elle a dit, au fond, elle a menti? Lorsqu'aujourd'hui, Colette Brackman parle même de tribalisme. Voilà aussi la question. Et Fayoulou a aussi évoqué les cas de tribalisme dans son discours sur l'état de la nation. Il a reproché à Félix Tshisekedi d'être ce président-là qui est aujourd'hui en train d'utiliser le tribalisme pour asseoir son pouvoir, et il a même insisté dans son discours, il a démontré plutôt que Félix Tshisekedi a aujourd'hui amené des Kassaïens, je dirais même déporté des Kassaïens du Kasaï à Lubumbashi et à Kinshasa pour étouffer les actions de l'opposition. Je vais inverser, je vais d'abord commencer par répondre par le sujet de Fayoulou, qui m'amènera à parler de Colette Brackman, d'autant plus qu'il y a une accointance entre les deux déclarations. M. Fayoulou a parlé de repli identitaire. Il a parlé d'une tribu qui serait privilégiée, qui bénéficierait des nominations. Kamitatou a parlé aussi de ça. Hein? Il y a Kamitatou, il y a aussi l'abbé Tcholé, qui dans Top Congo avait aussi soutenu qu'il n'y a qu'une tribu qui bénéficie des nominations. Ceci m'a amené à voir un peu dans le passé si il n'y a pas eu une province, s'il n'y a pas eu un clan qui a bénéficié plus que d'autres des nominations. Je me rappelle que il fut un moment où nous avons eu un ministre de Finances katangais, un ministre de l'Intérieur katangais, le président de la Cour suprême katangais, le DG de l'ANER katangais. Vous voyez, on nous fait des exercices minables, hein, mais on est bien obligé. Le DG de la Banque centrale katangais et le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale katangais. Nous avons eu un ministre de Mines katangais. Pour la petite histoire, ce quota est venu au Palou. Et Martin Kaboueloulou. Il a été exigé au Palou comme critère que le ministre que vous allez proposer comme ministre de Mines, qu'il soit katangais. Ce n'est qu'à ce titre que M. Kaboueloulou, alors issu du Palou, s'est retrouvé ministre de Mines pendant autant d'années. Son seul critère était d'être katangais. M. Tcholé, qui était déjà à l'époque, je dirais, dans la scène politique,
Parce que... Non, c'est un prêtre, il n'a jamais été dans l'arène politique. Monsieur Tchol, qui déjà à l'époque n'était pas avare des avis politiques, n'avait-il pas remarqué cela? N'avait-il pas observé cela? Monsieur Fayulu, qui était à l'époque avec le dépêche de l'opposition, n'avait-il pas observé cela? Non, cher Charles K. Ceci est issu d'une messe noire. Laquelle messe noire a pour élément de langage ou a pour but de susciter une guerre civile. Messe noire tenue où? Malheureusement, je ne sais pas où elle a été tenue, mais ses effets dans les déclarations des uns et des autres sont plus que probants. Je viendrai même à la déclaration de Colette Brackman. Parce que quand M. Fayulu argue qu'on a orchestré un déplacement des Kassaya vers Lubumbashi, vers Kinshasa, c'est pour susciter... Permettez-moi, je vais faire... afin d'étouffer les actions de l'opposition. Afin d'étouffer. Avant de faire cette nuance, pour m'arrêter un peu là. Mais qu'est-ce qui empêche alors l'opposition, plus particulièrement M. Fayulu, de tenir des meetings, par exemple, à Bumba? On a aussi déporté des Kassaïens du Kassai à Bumba, là où le ministre Liao vient de tenir il n'y a pas 2-3 jours. Plein à craquer, hein? Plein à craquer. On a empêché l'opposition, plus particulièrement Fayulu, de tenir des meetings populaires à Kassangoulou. Kassangoulou, c'est là à côté. Là où le ministre Boudimbo a récemment tenu un meeting. On a empêché l'opposition, ou plus particulièrement M. Fayulu, de tenir un meeting à Bukavu, par exemple. Là aussi, on a déporté des Kassaïens en masse. Vous voyez que ce discours est non seulement insidieux, tendancieux, mais dangereux. Parce que ce discours tient à inoculer une forme de haine tribale. Je voulais dire tantôt qu'il y a deux versants de tribalisme. Il y a un tribalisme qui consiste à privilégier les ressortissants de son patelin. Ce que dit M. Fayulu, ce que veut faire croire M. Fayulu et M. Ntcholé et tant d'autres. Permettez-moi... Autant des Kassaïens autour de Tshisekedi dans les nominations. Est-ce que ce n'est pas vrai, hein? Charles Quint, permettez-moi de cheminer, sinon vous allez me perdre dans le fil de ce que je vais expliquer. Il y a deux versants. Il y a ce versant-là, soutenu par Fayulu, Ntcholé, Kamitatou, Colette Brackman, qui procède d'un élément de langage. Ah bon? Il y a l'autre versant du tribalisme qui est ce qu'on appelle la haine tribale. Où vous avez des gens qui ont une haine d'une certaine tribu ou d'une certaine province. Le président de la République peut nommer un Soudanais à des postes régaliens, un Centrafricain. Il y a des gens qui ne réagiront pas. Il suffirait que le président nomme quelqu'un dont le nom est de connotation kassaïenne. Vous verrez des gens poser la question, il est de quel coin? Il est kassaïen, il est Moulouba. Il s'irrite directement. Il s'irrite directement. Mais si par malheur, le président avait nommé une personne qui n'est pas kassaïenne, mais qui peut être même soudanais et même burundais, ces gens ne seront pas choqués. Ces gens ne sont choqués que quand il y a une nomination qui concerne un kassaïen. Et qui sont ces gens-là? Parmi les acteurs politiques? Les personnes que j'ai citées tantôt. Martin Fayulu? Fayulu, Kamitatou, Ntcholé, le cardinal Lambongo. Le cardinal Lambongo. Il ne supporte pas les nominations des Kassaïens. Il y a une forme de haine tribale. Parce que je vous ai montré un peu cette comparaison entre ce qui se faisait ou ce qui s'est fait sous Kabila avec des nominations à l'appel des Katangais, qui n'a jamais suscité l'émoi des personnes citées.
On peut même aller de la proportion. Vous verrez qu'en termes de proportion, les personnes katangaises qui ont occupé des hautes fonctions sont plus nombreuses que des personnes kassayennes. Parce que, tenez, prenons l'architecture actuelle. Vous avez une première ministre que du Congo central. Vous avez 6 vice-premiers ministres, même de la hiérarchie. Celui qui vient après la première ministre, c'est le VPM de l'intérieur, qui est M. Chabani, qui est du Nord Kivu. Vous avez M. Bemba, Jean-Pierre, qui est du sud du Bangui. Vous avez M. Niembo, du Plan, qui est Katangé. Vous avez, qui encore vous avez M. Liao, qui est de Bumba. Vous avez, donc, Modern Vita, qui qui est du Kassai. En termes de hiérarchie, Modern Vita vient à la queue des autres VPM cités. Et vous avez autant d'autres ministres d'État, M. Moutamba. Il y a aujourd'hui, aux États-Unis, en Occident, il y a ce qu'on appelle le délit de faciès. Je parle plus particulièrement des États-Unis. Il suffit que vous soyez un noir américain et que vous portiez une tenue assez, je dirais, un peu léger, et que vous vous retrouvez quelque part un peu, vous êtes directement accusé d'être un voyou, d'être un criminel. Aujourd'hui, il suffit que vous vous appelez Kazadi, que vous vous appelez Kalala, que vous vous appelez Mbouyi, pour que directement Kassayen soutienne de Félix tribal fanatique. On a remplacé le délit de faciès qui existe dans notre pays par le délit de nom, par le délit d'appartenance à une province. Alors que tous les Kassayens, toutes les personnes qui portent le nom à connotation kassayenne ne sont pas forcément Moulouba, ne sont pas forcément du soutien du président de la République. Vous savez, dans cette vague de haine tribale qui nous est imposée, quand on a nommé le général Chiwewe, tout de suite, Chiwewe, Kassayen, tribalisme. Quand on a nommé Moutamba, Kassayen, alors que M. Moutamba, j'apprends qu'il est de la Lomami. Voyez-vous dans quel débat nous a fourré les responsabilités de certains clergés et de certains politiciens. Le but poursuivi, il n'est pas anodin. Quand on prend Colette Brackman, qui vient soutenir ce discours, ce n'est pas anodin. On veut crédibiliser ce discours. On l'a fait porter chez M. Ncholé. Les politiciens cités, ils le font de bon droit. On veut maintenant légitimer ça en faisant porter ce discours par une voix étrangère. Vous ne croyez pas à l'indépendance d'esprit d'une journaliste chevronnée qui est spécialisée dans la question congolaise comme Colette Brackman? Vous voulez directement la donner une coloration politique particulière? Vous m'avez fait bien rire. Quand je vous entends parler, la fermeté dans le ton que vous avez pris, c'est un peu comme si chez vous, il existe, je dirais, une foi inébranlable à la justesse, à l'incorruptibilité de l'homme blanc. Permettez-moi de me fâcher un peu contre cette faiblesse que vous pouvez avoir de penser qu'un homme blanc, qu'un journaliste blanc ne peut pas être acheté corrompu. Vous pensez que c'est le cas avec Colette Brackman? Dans ce qu'elle a dit là, qu'est-ce qui démontre effectivement qu'elle a été corrompue? Elle reprend les éléments de langage que je vous ai démontrés ici, qui tend à faire croire qu'il y a repli identitaire et que ça serait inédit, qu'on n'aurait jamais vu ça dans ce pays, même sous Mobutu, ou quand Mobutu régnait. Vous vous souvenez des nombres des généraux du Grand Équateur? Vous vous souvenez de l'appareil qui dirigeait l'appareil sécuritaire sous Mobutu? Que je vous cite les noms. Ce n'était pas à l'époque du repli identitaire. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est du jamais vu.
C'est inédit. Non, vous comprendrez avec moi que tout ceci n'est pas anodin, Charles Eka. C'est bien conçu, c'est élaboré pour susciter de la haine tribale. Donc c'est Kabila qui est à la base, Katumbi, Fayoulou, Cholé, Ambongo. Ce sont eux qui sont à la base, qui instrumentalisent même Colette Brackman pour écrire de tels articles. Pour renverser un pouvoir, il y a plusieurs options qui s'offrent aux gens qui veulent prendre le pouvoir. Il y a la voie des urnes. Il y a ceux qui n'y croient pas, qui espèrent à un assassinat. J'ai bien dit assassinat. Comment M. Kabila a été renversé? Vous pensez que M. Kabila s'est donné une balle à lui-même, qu'il est mort en prenant son café? M. Kabila a été renversé par assassinat et on a pris sa place. Il y a ceux, pour prendre le pouvoir, mijotent des émeutes, mijotent des guerres civiles. Il faut maintenant, et je pense que nos renseignements le savent, faire le tri des voies que je viens de citer tantôt pour savoir quelles sont les voies choisies par certains politiciens pour renverser ce pouvoir. Est-ce que ces personnes sont dans la voie de renverser ce pouvoir par les urnes? Est-ce que ces personnes, pour certains d'entre eux, ont choisi de renverser ce pouvoir comme on a renversé Moussé Kabila par un assassinat? Est-ce que parmi ces gens, il y a ceux qui ont choisi d'opérer un peu comme ce fut le cas au Rwanda, en incitant à une guerre tribale contre une tribu pour provoquer le chaos? C'est des questions que je me pose au regard des faisceaux d'indices que je viens de citer. Et je répète encore, ceux qui veulent prendre le pouvoir ont plusieurs voies pour s'y faire. Il y a ceux qui croient à la voie démocratique de renverser ce pouvoir ou quelque pouvoir que ce soit par la voie. Permettez-moi de finir. Il y a ceux qui croient en cette voie, il y a ceux qui ne croient pas en cette voie. Et le président qui ne croit pas en cette voie, et le président de la République, dans l'une de ses interventions sur Top Congo, parlant de M. Kabila, a dit, lui, il n'est pas dans le schéma. Il n'est pas dans le schéma de, je dirais, pour le paraphraser, de la démocratie. Kabila n'est pas dans le schéma de la démocratie. C'est M. Tshisekedi, président de la République, qui l'a dit lors d'une intervention chez Top Congo. Il a fini pour dire, l'AFC, c'est lui. Je n'ai pas les mêmes Je n'ai pas les mêmes informations que le président. Vous n'avez pas les mêmes informations, mais est-ce que cette déclaration-là du président Tshisekedi peut se confirmer aujourd'hui? Vous, en tant que journaliste d'investigation, pouvez-vous vraiment aussi affirmer que la FCC Kabila? Ne me collez pas le titre pompeux journaliste d'investigation. Je ne suis pas journaliste d'investigation. Vous, en tant que journaliste politique, vous aussi affirmez que... Moi en tant que journaliste politique, regardons l'histoire politique de notre pays, regardons le passé de notre pays, regardons les acteurs en présence. Je n'écarte pas l'hypothèse des politiciens ayant choisi la voie de la subversion, ayant choisi de venir au pouvoir un peu comme l'AFDEL est arrivé au pouvoir. D'ailleurs, beaucoup des acteurs politiques sont d'ailleurs des héritiers de l'AFDEL, en commençant par Joseph Kabila, en commençant par lui. Donc, je crois, quand le président de la République, qui est mieux informé que moi, dit qu'il y a des Congolais, et il a cité un des Congolais, pas de moindre, l'ex-président, en disant que l'AFC, c'est lui. Alors, que vous inspire aujourd'hui les rencontres qu'organise Joseph Kabila, rencontres entre Kabila et les opposants? On a vu Kabila avec Moïse Katumbi, Kabila aujourd'hui avec Claudel Loubaya. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est toujours ces schémas-là de renverser le régime Tshisekedi par les armes, ou bien de former une coalition de politiciens pour
mobiliser les peuples afin de faire échec Non. à l'initiative de la révision ou du changement de la Constitution. Non, là, c'est cette histoire de se coaliser pour faire barrage à la révision ou au changement de la Constitution, ce n'est qu'un prétexte qui a permis à l'ancien président de sortir, du bois, voulais-je dire. Non. Il va de soi que dans le chef de certains opérateurs politiques, Comme Joseph Kabila, tout chemin qui mènera à renverser le président actuel est bon à prendre. Je dis bien tout chemin, même celui emprunté jadis pour renverser M. Kabila. Il y a des politiciens qui sont résolument inscrits dans ce schéma, prêts à soutenir la rébellion, prêts à pactiser avec le Rwanda, prêts à utiliser toutes les voies possibles pour renverser le pouvoir actuel, comme ce fut le cas avec M. Kabila. Alors, Patrick Yalé, on chute par ce sujet. Rappel du gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, à Kinshasa. On a vu lors des briefings à Kananga, ces gouverneurs contredire sur les champs les ministres Mouyaya. Et cela a suffi pour que les déboires de ces ministres, de ces gouverneurs commencent. Alors que les ministres qui vivent sur le terrain, le gouverneur a affirmé qu'il n'y a rien sur terrain. Il n'y a rien sur terrain. Et il y a eu des levées de boucliers, il y a notamment des opposants qui ont encouragé les ministres à dire la vérité parce que c'est cette manière-là qui aiderait les chefs de l'État à avoir un œil regardant sur ce qui se passe sur le terrain. Hop, il est rappelé à Kinshasa. Et on évoque déjà le sort de mouillage qui serait collé à ce ministre, Joseph Moïse Kamboulou. Ici, l'occasion, monsieur, encore de féliciter le ministre pour cet exercice de briefing. Cet exercice qui nous permet, nous journalistes d'abord, et l'opinion nationale, vous l'avez déjà dit, de comprendre ou de jauger de la capacité des uns et des autres. Parce que c'est bien d'être nommé aux affaires ou d'être élu, mais c'est d'une chose que de faire preuve de, je dirais, de capacité à assurer la fonction qui est la vôtre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis présent présent à Kananga. À Kananga, lors de ce briefing, je suis présent. Le gouverneur répondant aux questions, à la question de Rachel Ketita, que je salue en passant, c'est pour moi, vous voyez, le gouverneur. Parce que à l'une des questions subsidiaires posées par Rachel sur le budget de la province, sur ce qui était fait par son gouvernement provincial, le gouverneur a été incapable de répondre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette séquence nous renvoie à l'épineux problème de la révision de la Constitution, que beaucoup n'ont pas perçu. Parce que, je veux vous le dire, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur se plaint qu'il n'y a rien qui se fait. Pourquoi? C'est je dirais, un subterfuge de sa part. Il a voulu mettre en mal le gouvernement central. Parce que C'était ça son objectif? C'était ça son objectif. C'est lui qui vit avec la population au quotidien et qui sait qu'il n'y a rien qui s'est fait sur le terrain. Vous pensez que c'était un subterfuge? C'était ça son objectif. Je pensais que vous allez me demander pourquoi. Et pourquoi? Parce que lui, comme certains gouverneurs, estiment qu'aucun travail ne peut se faire... Aucun travail. Permettez, aucun travail ne peut se faire sans que le gouvernement provincial, sans que lui, gouverneur, ne soit associé. Ils estiment qu'il ne revient pas au gouvernement central d'appointer les entreprises à même de faire les travaux d'infrastructure, les travaux de construction des bâtiments. Ça doit relever des compétences de la province, selon lui. Selon lui. Parce que qu'est-ce que ses collaborateurs disaient? Comment ils peuvent choisir des entreprises sans nous associer? Moi, j'étais assis à côté de ses collaborateurs qui disaient oui. Rien ne s'est fait parce que les entreprises que le ministre des ITPR a choisies, il les a choisies en fonction de ses intérêts. Par Kopnaï. Et c'est faux? Lorsqu'on connaît la qualité
des chaussées, des routes que nous avons à Kinshasa, et que vous savez que le ministre a été même interpellé, entre autres pour ça, à l'Assemblée nationale. Charles Charles, ça c'est un autre débat. oui, mais c'est ça. C'est non. tout ça qui a fait à ce que ce ministre-là soit visé par une motion. Ça c'est un autre débat. De Le débat en question est le débat de savoir si le gouvernement provincial doit et peut partager cette compétence avec le ministre central des ITPR, parce que pour eux, ils estiment que cette compétence, cette attribution doit être liée, que le gouvernement central n'a pas à prendre des décisions sans consulter le gouverneur. C'est cela l'enjeu. Parce que quand il dit rien ne se fait, et que le ministre Mouya le dit, il faut relativiser, les gens qui veulent noircir le bilan s'engouffrent. C'est une fausseté. Pourquoi? Parce que le DG de la BCECO, le fils Mabimou Lumba, a expliqué concernant la route qui doit mener de l'aéroport jusqu'au centre-ville, qu'on a interrompu parce qu'il fallait qu'on résolve les problèmes des érosions. Parce qu'il a fait savoir que si on continuait avec cette route, la route n'allait pas faire long feu, emportée par les érosions. Il a expliqué, il a démontré comment on devait d'abord résoudre et stopper les têtes d'érosion qu'il y a au niveau de l'aéroport. Ça, c'est de un. De deux, quand vous arrivez à Kananga, à côté de l'aéroport, il y a pas, on ne m'a pas soufflé. C'est là, j'ai vu l'aéroport en construction, la nouvelle aéroport en construction. Mais quand vous dites qu'il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a pas longtemps, le même gouverneur a inauguré 2 bâtiments, dont une école dont j'oublie le nom. Et j'ai vu dans le reportage, il y avait même Freddy Chioyo. Donc il n'y a que ça. Vous parlez de l'aéroport, vous parlez d'un bâtiment, et c'est fini, quoi. Pendant le séjour du président, je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, avec lui, le gouverneur, ils sont allés inaugurer l'hôpital, comment on appelle ça encore, j'ai oublié. Il y a une inauguration de l'hôpital avec... Un hôpital, ça fait 4 réalisations. Et c'est fini. Donc, selon vous, 4 réalisations équivaut à rien ne se fait. Moi, si le gouverneur avait dit qu'il y a une lenteur dans ce qui doit être fait, parce que pendant qu'il était là, à côté, on expliquait l'état des travaux de la route Kalamba-Mbouji. Kalamba-Mbouji et l'autre axe qui doit relier, je crois, Kananga, Chikapa. Il y avait le DG de la BCECO qui expliquait qu'on a d'abord mis en œuvre les concasseurs. Tu vois, je me permets de parler de choses que je ne maîtrise pas assez bien parce que je ne suis pas ingénieur. Moi, je ne suis pas du genre à prendre toutes les casquettes, à tout expliquer. Mais j'ai quand même suivi les 2 parties. Je suivis le gouverneur. Moi, je pouvais accompagner le gouverneur si, seulement si, il avait dit « nous observons une lenteur dans l'exécution des projets lancés ou des projets qui ont été initiés ». Là, je pouvais comprendre. Mais quand le gouverneur dit que rien n'est fait. Rien n'est fait. Mais c'est de vous à moi. C'est de la mauvaise foi. Alors là, vous pensez carrément qu'il faut le virer, hein, parce qu'il est rappelé à Kinshasa et d'aucuns affirment qu'il va connaître les sorts de Mouyège et beaucoup d'autres gouverneurs. Maintenant aussi. Il est de l'UDPS, le gouverneur en question. C'est l'UDPS qui se charge de lui au niveau même de Kananga. Il y a des initiatives par son parti politique contre lui. Maintenant aussi, toujours là, pour moi se pose l'interprétation de notre Constitution. Le ministre de l'Intérieur n'est pas le chef hiérarchique du gouverneur. Pour moi, ici, pour le cas d'espèce, il y a erreur. Il ne revient pas au ministre de l'Intérieur de rappeler, si tant est bien qu'il a été rappelé pour les propos qu'il a tenus. C'est une erreur. Parce que le ministre de l'Intérieur n'est pas le chef hiérarchique. C'est encore là les écueils qu'il y a dans l'interprétation de notre Constitution. Le gouverneur, s'il doit être sanctionné, s'il doit être interpellé, il revient à ses élus, à l'Assemblée provinciale,
de l'interpeller. Voilà un peu dans notre architecture administrative les écueils que l'on a qui, moi, me fait penser qu'il y a lieu de réfléchir sur l'opportunité de reviser la Constitution. Mais, de reviser. Maintenant, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet, pour moi, si je dois donner mon avis sur une révision ou un changement, je dirais que ce ne sont pas là, ou ce n'est pas là, la seule chose qui bloquerait ou qui empêcherait le développement de notre pays. Non. Merci beaucoup, Patrick Allais. On aura l'occasion de parler de cela à une autre occasion. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp. Publiez aussi les extraits si vous en avez l'occasion dans les réseaux sociaux. Nous allons nous retrouver très prochainement